C'est un de mes frères qui est du même père, de la même mère, mais il va y avoir pénétration, il va me demander aussi de lui faire des fellations. Comment moi je vais faire pour pouvoir honorer mon père? C'est où je me marie, dans le mensonge, en faisant une reconstitution d'hymen, ou je me casse. Mon oncle dans la pénombre et il a son pantalon en fait aux chevilles et moi je pleure et il me demande de me taire. Elle prend un coussin et elle veut m'étouffer. C'est comme si à 19 ans il y a quelque chose qui m'est dans la tête. Écoute là, ce choix là que tu vas faire, c'est le meilleur des choix. Bonjour, bienvenue sur Emma, votre émission Écoute-moi aussi. Inceste, j'ai été violée par mon oncle et mon frère, c'est le titre de cette interview d'aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir Amal qui va nous partager son histoire bouleversante, tragique, mais surtout pleine de leçons. Elle est là pour nous encourager, pour nous aider et surtout pour nous donner des solutions pour pallier aux difficultés que nous pouvons rencontrer dans notre vie. Restez avec moi pour écouter cette interview d'une femme forte, d'une femme combattante et d'une femme qui a réussi à faire de ses difficultés une réelle force. Bonjour Amal, merci d'avoir accepté cette invitation. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est ton histoire, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Bien sûr, pas de souci. Bonjour Emma, merci de me recevoir dans vos bureaux. Alors je me présente, Amal Laïdeb, je travaille en tant qu'animatrice et directrice en accueil de loisirs. Je suis maman de 3 enfants et je suis âgée de 38 ans. Super, merci beaucoup. Alors tu es ici pour nous parler un peu de ton histoire, à savoir que tu as eu quand même une histoire assez difficile, assez compliquée, parce que tu es victime d'inceste de la part de ton oncle et de ton frère. Est-ce que tu peux revenir sur ça, s'il te plaît ? Alors moi, je vais grandir dans une famille, on va dire, assez heureuse. Je vais grandir avec mon grand frère et mon petit frère. Mes frères aînés vont vivre en Tunisie durant 8 ans. Et à l'âge de 3 ans et demi, j'ai mon oncle qui va venir en fait, habiter chez nous en Tunisie. Mes parents vont vouloir l'aider en fait, à régulariser sa situation. D'accord. Donc il va travailler. Au tout début, ça se passe très très bien. Et en fait, petit à petit, il va y avoir en fait des abus sur moi et mon petit frère. D'accord. Voilà. Et comment est-ce que ça se matérialisait Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que d'abord, il va quand même entretenir une relation de confiance avec nous. D'accord. Au départ, il va la jouer un petit peu comme ça avec nous. Et ce qui va se passer, c'est que moi, un soir, je vais me réveiller en pleurs. Je vais me réveiller en pleurs parce que je sais qu'il s'est passé quelque chose de grave et je vais voir en fait mon oncle dans la pénombre avec la lumière des toilettes en fait allumée. Donc je vois vraiment, je sais que c'est lui. Il est en fait debout devant la porte de la chambre, la porte des toilettes allumée, donc ça donne une sorte de reflet. Et il a son pantalon en fait aux chevilles et moi je pleure et il me demande de me taire. Ah oui. Il me demande de me taire. Les jours vont passer, il va faire de même en fait avec mon petit frère. Donc ça va être extrêmement difficile pour moi en tant que petite fille. Et ça, excuse-moi, ouais. Et ça s'est passé dans quelle pièce de la maison ? Alors en fait, nous on habite à ce moment-là dans un 3 pièces. D'accord. Moi je dormais dans la chambre en fait avec mes frères. Okay. Mes parents étaient dans une chambre juste à côté. Il faut savoir que ce 3 pièces, il faisait à peu près 52 mètres carrés. Donc c'était un 3 pièces qui n'était pas très très grand. Et en HLM, les murs ne sont pas très très épais. Bien sûr. Donc lui était censé normalement dormir dans le salon. Donc lui, il intervenait ou dans la nuit, quand mes parents étaient endormis, ou dans la journée. Donc dans la journée, lui, parfois, il pouvait venir nous récupérer à l'école maternelle. Moi, j'ai des souvenirs où j'ai pas vraiment envie d'aller avec lui. Mon petit frère, pareil. Et ça va être pareil. Il va commencer à vouloir faire des petits jeux avec nous et passer en fait à l'acte après. Et pendant ce temps-là, au niveau de tes parents, comment est-ce que ça se fait ? Est-ce qu'ils ont entendu ? Comment est-ce que ça se fait ? Alors moi, à ce moment-là, j'ai pas de souvenir où je vois mes parents le surprendre. Mais moi, je pars du principe où... le surprendre pendant qu'il faisait... Pendant de faire l'acte, en fait, ils n'ont pas eu tout de suite de doute. Maintenant, en prenant du recul, en étant grande, avec le souvenir, je sais que moi, ma mère, elle avait quelques doutes. Moi, je sais que ma mère, elle avait quelques doutes. Et même aujourd'hui, en prenant du recul, ma mère, elle avait vraiment une approche avec moi qui était particulière. Donc, j'étais beaucoup gâtée.
J'étais beaucoup gâtée, j'avais beaucoup de choses, etc. Et malheureusement, ça va susciter énormément aussi de jalousie dans ma fratrie. D'accord. Moi, ça va démarrer, je vais avoir 3 ans et demi. Ah oui. Je suis toute jeune. C'est pas possible. Ah oui, je suis toute jeune. Moi, quand ça va commencer avec mon oncle, je suis toute jeune, 3 ans et demi. Mon grand frère et ma grande sœur sont encore en Tunisie. D'accord. Faut savoir qu'à côté de ça, moi, mes frères, donc les aînés, vont vivre énormément de violence en Tunisie. Donc déjà, ils ne vivent pas avec leurs parents, ils vivent chez mes grands-parents. Il y a un de mes oncles, donc un des frères à mon père, qui va aussi les élever, mais qui va les élever dans la violence. D'accord. Donc mon grand frère va subir, et ma grande sœur vont subir des violences de cette personne. Mon grand frère va subir aussi des viols. De la part d'un des oncles? Alors, pas du tout, d'autres personnes du village. Ah oui. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, ils vont rentrer en France, psychologiquement fracassés. Bien sûr. Et en fait, malheureusement, je vais subir ce qui peut se passer dans des familles dysfonctionnelles. Mon frère va reproduire sur moi ce qu'il a vécu en Tunisie. Waouh. Voilà. Là, à ce moment-là, comment est-ce que tu... Parce que c'est un frère que tu as pas Alors vu en depuis fait, longtemps. donc déjà c'est un frère que je n'ai pas vu depuis longtemps, mais nous on est conscients que c'est nos frères et sœurs. Et il faut savoir qu'aussi dans notre communauté, on ne parle pas de ce sujet-là. Ça veut dire que tout ce que je vais vivre, tout ce que je vais subir, à aucun moment, je vais parler de ce sujet-là avec ma mère. D'accord. Et par rapport à la relation que tu as pu avoir avec ton frère, comment est-ce que ça se passait? Parce que... En fait, ce qui se passe, c'est que dans ce genre de situation, nous on pense que c'est une normalité. Hein. D'accord, donc tu n'avais même pas Nous, conscience parce que ce qu'on qu'il a faisait... déjà nous on n'a pas de recul de savoir si ça c'est bien ou pas. Oui, et tu avais quel âge? Alors donc nous ça a démarré, à part le moment que ça a démarré à 3 ans et demi. Ouais. Mon grand frère et ma grande sœur, je crois, ils sont arrivés, je devais avoir 7-8 ans. 7-8 ans, d'accord. Donc et là il va se passer plusieurs choses en fait. Il va se passer plusieurs choses. Et je m'excuse de pouvoir en parler crûment et j'ai vraiment pas de souci aujourd'hui avec ça, mais ce sont des réalités en fait qu'il faut dire aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça, qui n'en parlent pas parce que c'est trop honteux. C'est un de mes frères qui est du même père, de la même mère, mais il va y avoir pénétration, il va me demander aussi de lui faire des fellations et ça dans le secret et dans le plus grand des silences. Les années vont passer et moi je vais commencer à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Parce que jusque-là, tu n'avais pas la conscience, tu étais jeune aussi. J'étais jeune et puis on n'a pas de recul par rapport à toutes ces choses-là. Le temps va passer et quand ma grande sœur va se marier, on va commencer à me parler de virginité. Ah oui. Et là, je me dis qu'est-ce que c'est? Et je commence à comprendre que pour se marier, il faut être vierge. Et être vierge, c'est au premier rapport avec son mari, c'est saigner. Donc moi, je vois ma grande sœur se marier traditionnellement. Je vais dans la maison de ma grande sœur, donc c'est un mariage qui se fait en Tunisie durant une semaine. À la 3e nuit, donc la première nuit, elle va dormir avec son mari. Le lendemain, on voit une foule attendre devant une porte d'une chambre pour voir si l'homme tape une fois. Donc c'est la tradition. S'il tape une fois, c'est qu'il est OK. C'est que tout va bien, c'est qu'elle est vraiment vierge. Et puis on voit les mamans ensuite sortir avec le drap rempli de sang. C'est quelque chose qui est totalement culturel et c'est un péché incroyable dans la religion musulmane. C'est pas des choses qui se font. Donc, moi, je vois tout ça. J'ai 18 ans. Et en fait, moi, j'ai vraiment un relationnel. Donc, déjà, je suis très proche de mon père. D'accord. Ça va être, c'est un ami. Oui. On est très proches. Il est très fier de moi. C'est un pilier dans ta vie. Exactement. Et là, je me dis, comment je vais honorer mon père? Et ça a été vraiment à 18 ans la question, comment moi, je vais faire pour pouvoir honorer mon père? Et là, à 18 ans, donc entre 18 et 19 ans, donc il va y avoir une sorte de transition, mais ça va être la question, c'est où je me marie, dans le mensonge, en faisant une reconstitution d'hymen, ou je me casse. Et se casser, c'est prendre la liberté. Mais pour une fille d'une communauté maghrébine comme moi, prendre sa liberté, ça coûte cher. J'imagine. Ça a un prix cher, mais aujourd'hui, à 38 ans, je n'ai aucun regret de ce choix que j'ai fait. Et je pense que, et c'est ce que je te disais la dernière fois, c'est l'une des plus belles preuves d'amour que je me suis apportée en fait à 19 ans. C'est comme si à 19 ans, il y a quelque chose qui m'est dans la tête. Écoute, là, ce choix-là que tu vas faire, c'est le meilleur des choix. Et je ne vais pas regretter parce que malgré dans ma vie, je vais souffrir, mais je vais être heureuse parce que je fais mes choix, je mène la vie que je veux et je suis libre de mes pensées. Donc je préfère vivre libre
que moi, sinon je meurs en fait. Ouais, si je ne suis pas libre, je vais finir par mourir. Donc je vais avoir une sorte de transition donc, de 18 à 19 ans avant que je franchisse vraiment le pas de quitter le domicile. Oui. Et juste pour revenir sur la durée que ça a été par rapport aux relations. Jusqu'à 12 ans. Jusqu'à 12 ans, d'accord. Donc de tes 7 ans jusqu'à tes 12 ans, oui. tu avais... Tu subissais ces rapports forcés avec Exactement. ton frère. D'accord. Et à partir de tes 12 ans, qu'est-ce qui a fait que ça s'est stoppé par rapport... J'ai grandi. Tu as grandi. Donc... Et je l'ai menacé. D'accord. Donc il a réessayé. Okay. Et je l'ai menacé en lui disant que s'il s'approchait encore de moi, j'allais prévenir mes parents. D'accord. Wow. Ça s'est arrêté. Okay. Donc lui a commencé à avoir une autre attitude avec moi en mode je suis ton grand frère, je te protège. Moi maintenant je vais te protéger, etc. Donc on rentre un petit peu dans une sorte d'hypocrisie. Oui, bien sûr. On fait tous semblant ici un peu dans ce foyer de faire comme si en fait rien ne s'était passé. Mais tôt ou tard en fait ça nous pète au visage. Donc moi en fait entre 18 et 19, je vais pas très bien, donc je vais vouloir en fait me concentrer sur ma religion. Et là, je vais aller aux cours coraniques les samedis, parce que j'ai peut-être pas forcément aussi le droit de sortir. Moi, j'ai un papa qui est assez strict. Oui. Donc le samedi, c'est ma sortie. Je vais aux cours coraniques. Le dimanche, je vais pour apprendre l'écriture. J'apprends à lire et à écrire l'arabe. Je sais déjà lire et écrire l'arabe à ce moment-là, mais c'est pour faire un petit perfectionnement. Donc je me plonge sur ma religion et là, je découvre vraiment ma religion. Je vois qu'elle est incroyable et elle n'est pas du tout comme est-ce que moi, mes parents me l'ont transmise. D'accord. Je commence à comprendre beaucoup de choses et c'est là où je commence aussi à comprendre que ce qui m'est arrivé, c'est grave. C'est grave, très grave. C'est extrêmement grave et que c'est pas du tout normal. Donc il y a une sorte un petit peu on va dire de colère qui va monter en moi. Et à ce moment-là, est-ce que quand ça s'est passé, est-ce que tu as décidé d'en parler à tes parents ou d'en parler à quelqu'un de proche de toi? Alors j'en ai parlé. Alors en fait, ce qui va se passer, et c'est assez choquant, ce que je vais te raconter, c'est qu'un jour je veux me confier. Donc ça c'est vraiment avant que je parte de chez mes parents. Je veux me confier à ma grande sœur. Et je lui dis, écoute, Ilham, voilà ce qui s'est passé quand j'étais petite et tout. Moi, j'ai été vérifiée. Je n'ai plus d'hymen. Je ne suis pas vierge. Elle le comprend, elle le sait, parce qu'elle a été témoin aussi. Elle le sait tout ça. Ouais. Sauf que moi et ma grande sœur, on n'a pas eu du tout la même éducation. Elle a eu une éducation un peu à la dure, elle devait se marier avec un homme de son village. Elle n'avait pas le choix sur ses tenues vestimentaires. En fait, elle a été énormément privée et moi en fait mon père m'a tout donné. Donc déjà il y a eu une sorte de jalousie entre toutes les deux. Et là en fait les choses passent, elle me dit mais comment on va faire, t'as déshonoré la famille, enfin vraiment discours d'hypocrite parce qu'elle sait ce qui s'est passé. Et elle a choisi aussi de garder le silence. Exactement. Et en fait je vais m'endormir et à un moment donné je vais sentir quelque chose et c'est réel ce que je vais te dire. Elle prend un coussin et elle veut m'étouffer. Et vraiment, elle veut, mais pour me tuer. Et en fait, moi, je me réveille, je sens qu'il y a quelque chose, je me réveille et tout. Elle me dit, non, je vais te tuer, tu vas déshonorer la famille et tout. Et là, je me suis dit, là, je pense que cet acte, je me suis dit, écoute, ou tu pars, ou si tu restes ici, on va finir par te tuer. Mais en fait, c'était quoi derrière cette action-là? C'était le fait que tu déshonores la famille ou mais je pense qu'il n'y a même pas… En fait, ça, ce sont des choses… je veux dire, il n'y a pas de raison, sauf si on est complètement malade psychologiquement. Il n'y a pas de raison à vouloir étouffer sa sœur parce qu'on a déshonoré la famille. C'est ça. Je veux dire, déjà, ce n'est pas de mon bon vouloir. Moi, j'aurais aimé être tranquille. Je n'ai jamais demandé à ce qu'à l'âge de 3 ans et demi, on vienne voler mon innocence. Bien sûr, c'est ça. Et là, en fait, j'ai pris la décision. J'ai dit, bon, il n'y a pas à réfléchir. Et je pense que c'était déjà tout réfléchi. Je savais où je voulais aller, moi. Oui. Je savais que j'avais envie de vivre. Oui. Malgré tout ce qui m'est arrivé, je voulais vivre. Et puis, j'avais je sais pas, il y avait quelque chose en moi qui faisait que je sais que je peux faire des choses. J'imaginais déjà ma future vie de famille. J'avais espoir en toutes ces choses-là parce que je savais que je pouvais faire de belles choses, mais je ne pouvais pas rester dans ce contexte-là. Donc, je vais faire vraiment le choix. Je vais partir. Ça va être très difficile. Donc, à l'âge de 18 ans, 19 ans 19 ans, je prends mes clics et mes claques et je pars. Donc, moi, ça a été un gros choc pour ma mère. Donc, les premières semaines, vraiment, elle va très, très mal le vivre. Et pour que je revienne, elle va faire ce que la plupart des parents font, du chantage affectif. Donc, moi, ma mère va faire une tentative de suicide. D'accord. Donc, moi, pour que ça t'alerte, pour que ça te… En fait, j'étais pas très, très loin. Moi, j'habitais pas très, très loin de chez eux. Et malgré le fait que je sois partie de la maison, moi, mon père me parlait encore.
Donc j'avais pas de rupture encore avec mon papa, donc régulièrement j'allais voir ma famille, mais ça énervait un peu mes frères et sœurs. Donc ma sœur souvent appelait mon père en lui disant mais toi tu te rends pas compte, tu la laisses partir 6 mois, tu sais pas ce qu'elle a fait dehors, elle sait déjà que j'ai pas de virginité, etc. Mais elle joue sur cette tableau-là, et puis ta fille elle fume, et ta fille ceci, et puis vient le grand sujet, ta fille avec un carlouche, ta fille avec un noir. Et là, comme chez nous en Tunisie, la famille, nous sommes d'une caste noble, etc., etc. Ça aussi, ça me fait bien rire, parce qu'à un moment donné, il faut nettoyer un peu aussi. Faut nettoyer un peu la famille avant de parler d'honneur et autres. Et là, en fait, ça a monté la tête un peu à mon père et c'est ce qui a causé en fait cette rupture en fait avec lui maintenant depuis 20 ans. Mais moi je vais revenir en fait au domicile familial pour aider ma mère parce que du coup elle a fait une tentative de suicide et ça va lui causer une maladie nosocomiale en fait. Quand ils vont essayer de l'intuber, les appareils en fait n'étaient pas forcément bien stérilisés, donc elle chope un champignon dans les poumons. Et en fait ça fait 20 ans qu'elle a dû à cet acte. Elle est malade, en fait, c'est une maladie qui l'a tenue en fait, à vie avec des difficultés respiratoires. Alors à côté de ça, elle était déjà dépressive, diabétique. Donc ça a été assez lourd. Et en fait, à un moment donné, moi, je suis partie et j'ai quitté définitivement en fait, le cocon familial parce que même en revenant, on ne m'a pas lâchée. J'ai eu une pression terrible et puis j'étais pas du tout tranquille. Et à un moment donné, en fait, j'ai annoncé à mon père, je dis écoute, moi je vais repartir. Et en fait, lui, il se met en colère. Et il me dit écoute, si tu veux partir, tu pars maintenant sans tes affaires. Donc là, à ce moment-là, il y avait un de mes grands frères et mon petit frère qui était présente, ma mère qui était très malade, en fait, allongée et qui ne peut pas faire grand-chose en fait face à cette situation. Donc voilà, en gros, mon frère me rentre dedans en m'insultant, etc. Donc ils vont me prendre à partie les deux. Et moi, je suis au niveau d'une des chambres de chez mes parents et c'est la chambre où j'ai subi tous les viols. Et en fait, j'ai mon petit frère qui, lui, a subi comme moi, va me défendre. Donc, il va essayer d'un petit peu de les machiner. Ils vont se retourner contre lui et moi, ça va me permettre de pouvoir me cacher dans la chambre, de me protéger en fait. Et là, je vais péter un câble. Mon père appelle la police en disant qu'il a une fille hystérique, qu'il faut absolument qu'elle sorte. J'appelle, moi, de l'autre côté, aussi la police en expliquant que je veux partir, mais qu'on veut me laisser partir sans rien. Et ça va être la dernière fois que je vais voir mon père. Et ça va être en 2006. Ah oui. Donc là, ça fait plus d'une vingtaine d'années. Ouais. Que tu n'as pas de lien. Enfin, les liens sont rompus. Il va y avoir un contact tout à l'heure. Enfin, vers la fin, je t'expliquerai. Il va y avoir un contact qui va être fait après 20 ans. Mais oui, ça va être la dernière fois où je vais avoir cette relation avec lui. Donc moi, comme j'avais quitté une colocation, donc je me retrouvais en fait, j'avais plus d'endroit où aller. Donc ce qui va se passer, c'est que en fait, moi, je suis avec donc le papa de ma fille aînée. Et j'ai pas d'autre solution. Et lui, il habite au rez-de-chaussée de chez mes parents. Ah oui. Il habite juste en bas de chez mes parents. Moi, mes parents, ils habitent au premier. Lui, il habite au rez-de-chaussée. Et cet homme-là, tu l'as rencontré à quel moment? Alors en fait, je l'ai rencontré durant ma jeunesse parce que c'était un mec de mon quartier. D'accord. On est sortis un jour parce que ma mère va le savoir, donc elle va aller le menacer après en lui disant t'as pas intérêt à rôder autour de ma fille. Donc j'avais quoi, 14-15 ans, j'avais l'âge à ma fille aujourd'hui. Et donc lui, il est un peu au courant de la situation familiale, il connaît bien mon grand frère. D'accord. Il connaît très bien mon grand frère. Donc quand moi, mon grand frère va savoir que lui et moi on est ensemble, ils vont vouloir faire une sorte de petite bagarre entre mecs pour montrer. Et en fait, ce qui va se passer là, c'est que mon grand frère va lui dire quelque chose de très très choquant. Il va lui dire ne te mets pas avec ma sœur. Ma sœur, c'est une grosse. Même moi, je l'ai. Devant tous les gens de mon quartier. Ouais. Mais enfin, c'est incroyable parce que là déjà il assume ce qu'il t'a subi. Clairement. Et en plus de ça, il te dénigre en tant que sa sœur, il te dénigre aux yeux de tous. Et ça, moi c'est une histoire aujourd'hui là que je le dis clairement, mais il y a plein de filles qui subissent ça, des filles qui ont subi des viols de leurs frères. Et c'est ces mêmes frères qui vont insulter leur sœur, dénigrer leur sœur en disant que ce sont des traînées, des putes ou je ne sais quoi. Donc, et c'est très triste parce que
Je me dis comment est-ce qu'on peut agir comme ça. Donc, je n'ai pas d'autre solution, je n'ai pas d'autres moyens de logement, donc je vais habiter 7 mois en bas de chez mes parents. Donc durant 7 mois, la famille va me donner un surnom pour pas qu'on détecte que je sois là. Peu de temps après, on va annoncer à ma mère que je suis en bas, donc je vais pouvoir voir ma mère. Donc des petits laps de temps où mon père n'est pas présent à la maison, etc. Donc elle va descendre de temps en temps, elle va essayer de me voir, etc. Parce qu'à ce moment-là, ton père ne souhaite plus du tout Alors moi, je suis... renié, banni. Le mot Amal, le prénom Amal ne doit pas sortir dans la famille. Carrément. Je pense que c'était à la hauteur aussi de sa douleur. Oui, c'est ça. Il s'est dit, c'est bon, moi je ne veux plus entendre parler de cet enfant. Et puis lui-même, aujourd'hui, il le dit, il dit qu'à un moment donné, il a dû faire face à un choix. Où, en fait, j'essaye de voir qu'est-ce qui se passe avec ma fille, et il sait très bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et se mettre face à la réalité aussi. Exactement, et c'est difficile de se mettre face à la réalité, où je m'occupe de ma femme. Et lui, il s'est mis ça comme choix dans sa tête. Donc à un moment donné, il s'est dit, allez, moi je coupe. Parce qu'émotionnellement, je pense que ça devenait trop dur pour lui, ce que je peux comprendre. Donc voilà, pendant 7 mois, moi, je vais pas avoir de travail. Ça va être très compliqué de vivre comme ça parce que là, je prends conscience que je suis partie chez mes parents et il va même m'arriver des fois, tellement ma famille me manque, dans la nuit, je vais sortir sans faire de bruit, monter jusqu'au premier étage, être devant la porte de chez mes parents, me dire « Allez, tu sonnes, ça y est, tu reviens là, c'est pas grave, même si t'embrouilles, même, c'est pas grave. » Et il y a un truc qui fait que non, ça y est. Et je savais que c'était fini parce que vraiment, pour mon père, c'était rédhibitoire. Il ne voulait plus me voir. Le temps va passer, je vais réussir à trouver du travail, je vais trouver mon logement. Donc dans la même ville où j'ai grandi, pas très loin de chez mes parents. Je vais commencer à construire ma vie. En fait, je vais m'installer avec le père de ma fille. Je vais tomber enceinte, mais dans tout ça, je vais commencer à subir des violences conjugales aussi. Parce que à l'époque, j'ai un partenaire qui a bien conscience que ma famille n'en a rien à faire de moi. Donc, tu es un peu... tu es seule déjà. Je suis seule. Il n'y a pas de répercussions possibles en fait. Exactement. Et moi, à ce moment-là, il n'y a personne qui peut me défendre ça. Des violences, des humiliations. Vraiment, je me retrouve dans une situation seule en fait. Et c'est là, j'étais jeune, moi j'avais 22 ans. À 22 ans, il y a une expression qu'on dit des fois, on entend les gens dire « Ouais, j'ai pleuré ma mère ». Et vraiment, là, j'ai compris le sens de ce mot-là. Il y a des situations où je pouvais être insultée, frappée. Et lui-même me disait « Tu vas appeler ton père là ? Tu vas appeler ton père là ? Tu vois, vas-y, il n'y a personne qui va venir t'appeler ici. » Et en fait, quand tu sais que ta famille ne veut plus rien savoir, ne veut plus entendre parler de toi, tu tais. Tu tais parce que tu dis en fait... et là, tu commences à te poser des questions où jamais de ma vie, j'aurais cru un jour me poser. Si je meurs, comment ça va se passer ? Ah oui, jusque-là, j'imagine, tellement Et puis ça, c'est une question dans des situations comme ça, mais après, dans la vie tous les jours, si je me marie, à qui on va venir demander ma main ? Qui va être là, mon mariage ? En fait, c'est plein de questions qui vont te venir après. Et tu dis, mais jamais j'aurais cru un jour me poser cette question-là, parce que ce n'est pas des choses qui se font, quoi. Donc, et par rapport à ces violences conjugales, comment est-ce qu'elles se sont introduites ? Parce qu'avant, tu habitais avec lui, du coup... En fait, moi, j'ai une éducation où, quand tu es avec ton mari, peu importe, tu fermes ta bouche. Chose qui n'est pas forcément bonne. Tu n'as pas un mot... à placer plus haut que l'autre, et tu dois patienter. Nous, on nous apprend ça. Au travail, ne demande pas une promotion. T'attends que c'est ton... Alors que normalement, on est dans un truc où il faut que tu te bades, faut que si tu veux quelque chose, tu attends, tu patientes, tu pries, tu demandes à Dieu qui lui apporte de la sagesse, etc. Mais à un moment donné, il faut faire preuve de bon sens. Et à un moment donné, quand on est dans des situations... Et moi, en fait, je vais vivre avec de la patience. Et à un moment donné, je vais me dire, bon, si je vis ça, c'est comme ma famille me le dit là tous les jours, c'est parce que tu es marié hors mariage, Dieu te fait punir ce que tu as fait comme choix. C'est un peu une conséquence de tes choix et au final tu te dis peut-être que j'ai accepté. Donc j'ai accepté. J'ai accepté, mais très difficilement. C'était très difficile parce que je deviens femme, je suis enceinte. Ah oui, même enceinte. J'habite à Fresnes, mes parents habitent à Fresnes, je ne peux pas voir ma maman. J'ai des envies de femme enceinte. Bien sûr. Et puis on a envie d'avoir sa maman avec soi. On a besoin de toutes ces choses-là. J'ai rien eu tout ça. Et je me souviendrai, à un moment donné, je travaillais... donc j'ai eu mon premier emploi, ce qui m'a permis en plus d'avoir mon appartement après, etc. Donc je travaillais au Buffalo Grill.
J'étais en CDI, etc. Et on a des gens de cultures différentes en fait qui travaillent dans ces restaurants-là. Et je me souviens de toute ma vie, je travaillais, j'étais en cuisine et je commence à pleurer. Et j'ai un jeune Marocain qui vient me dire mais qu'est-ce que t'as, Amel, pourquoi tu pleures et tout. J'ai dit j'ai envie du couscous de ma mère. Je l'ai fait plein de fois. Mais j'arrive pas à goûter la saveur de ma mère. Il me dit, bouge pas tout de suite, ma maman va te faire un couscous. Donc sa mère est marocaine, mais d'une autre région de ma mère, du Maroc. Mais il y avait ce goût-là que j'avais envie, donc ce couscous, tellement heureuse d'avoir un couscous en fait d'une étrangère. Je vais le garder une semaine avec moi et tous les jours, je vais en manger. C'est des situations comme ça, pareil, je vais accoucher. Je vais avoir toutes ces difficultés. Moi, j'ai 23 ans, j'accouche. Et là, je me dis, mais je suis une femme, mais on ne m'a pas appris ça. On ne m'a pas dit, ben voilà, quand tu vas être enceinte, il faut manger un petit peu ça, il faut se mettre dans telle position. J'ai pas eu d'aide derrière, donc moi, j'ai accouché. J'ai eu un accouchement qui est très difficile. Je suis rentrée à la maison seule. J'ai pas eu d'aide en fait. J'ai pas eu tout ce qu'aujourd'hui dans ma communauté on fait. On va accompagner la femme enceinte, on va la laisser se reposer. On va lui faire cette sorte de bandage qu'on lui fait, cette petite soupe qu'on va lui apporter à la maternité. J'ai rien eu de tout ça. T'es vraiment seule. Et en plus j'ai eu des difficultés après l'accouchement, etc. Ma mère a pu venir me voir à l'accouchement. Alors j'avais déjà accouché, donc c'est ma meilleure amie qui va ramener ma mère pour qu'elle puisse faire l'appel à la prière en fait dans l'oreille de ma fille, mais elle va pouvoir rester qu'1 heure. Et je vais revoir ma mère que 2 mois après. Ce qui est fou, c'est parce qu'on habite dans la même ville. Mais elle avait tellement peur parce qu'elle était surveillée par les gens de ma famille. Donc si elle devait venir me voir, il fallait que ce soit en cachette, parce que si un de mes frères et sœurs savait qu'elle était venue me voir, elle appelait le père. Elle est partie voir ta fille, ceci, cela, et puis elle se fait gronder. Et en fait, ça a toujours été comme ça. Donc j'ai déjà vu ma mère très rapidement dans un coin de rue pour qu'elle me ramène 2-3 petites choses de la Tunisie. Donc ça a été dur, ça a été très très difficile. Et par rapport à cette période-là, avec le père de ta fille qui te violentait, ça a duré combien de temps? Et comment est-ce que tu as fait pour t'en sortir? Alors en fait, donc, moi je me suis mise avec le père de ma fille en 2006. D'accord. On s'est séparés en 2012. Ah oui, quand même 6 ans. Voilà, ça a duré à peu près 6 ans. Alors moi déjà, c'est quelqu'un que j'aime énormément à l'époque. C'est l'amour de ma vie. Et puis c'est le seul que j'ai. Enfin, ça veut dire que si lui sort de ma vie, moi je ne voyais pas autre chose en fait. Ça veut dire que si lui sort de ma vie, j'ai plus rien. Et c'était peut-être aussi une dépendance que tu as fait affective. Clairement, mais clairement, parce que j'ai plus rien, j'ai plus d'attache. Ça veut dire surtout que moi j'avais mon papa. Oui, c'est ça. À la base, j'avais mon papa. Et puis ce papa qui était surprotecteur et qu'il fallait surtout pas qu'on touche à sa fille, m'a abandonnée. Donc je me suis accrochée à lui. Ce qui va se passer, c'est que ma fille, en fait, elle va grandir. Et à partir du moment où il va lever la main, en fait, devant ma fille. Sur toi, devant ta fille. Voilà, moi, ça va me faire un déclic et je vais me dire non, c'est bon, je ne peux pas rester comme ça parce qu'il en avait complètement rien à faire. Ça veut dire que moi, je rentrais du travail, je travaillais au Buffalo Grill, je rentrais tard. Il m'enquiquinait, en fait, il me machinait. Donc, même quand j'allais voir ma fille au lit, il me mettait une pression devant elle. Donc, moi, je voyais ma fille bébé, donc celle qui a 14 ans aujourd'hui, un regard en mode « Maman, t'es sûre que tout va bien ?» Donc, c'est douloureux, ça, parce que tu dis « Mais en fait, comment je peux laisser, en fait, ma fille vivre ça ?» Donc, moi, en le quittant, je me dis « Bon, j'ai fait le pire, j'ai pu prendre cette décision-là. » Et en fait, c'est pas le pire à ce moment-là, c'est après. Parce qu'en fait, pendant 1 an, il ne va pas payer le loyer. Donc il va te laisser avec une dette énorme. Il ne va pas payer d'EDF, rien du tout. Il va me laisser un total de dette de 22 000 €. C'est pas possible. 22 000 €, je n'ai même pas investi dans quelque chose. Rien. Rien du tout. Et là, les problèmes arrivent. Procédure d'expulsion. Avec ta fille? Avec ma fille. On va me couper l'électricité. Donc d'abord, on va mettre un limitateur d'énergie à 1000 watts. D'accord. Moi, à l'époque, j'ai une plaque électrique, j'ai un frigo. Donc déjà, je sais que si je lance la machine, la boîte, elle va sauter. D'accord. Donc je ne peux plus faire de machine. Je ne peux plus faire à manger. Ah oui. Si je fais à manger, je dois en fait tourner au 2-3. J'ai vraiment quelques souvenirs. Bien sûr. Donc je dois tourner au 2-3 et en fait, à un moment donné, en fait, la boîte, le limitateur d'énergie va éclater. Je vais me retrouver sans électricité. Avec ta fille? Je suis avec ma fille, je n'ai plus d'électricité, je suis à la bougie, je demande à la voisine en fait de me réchauffer le lait. J'essaye d'appeler ma famille en fait dans le désespoir en leur disant
Est-ce que vous pouvez m'aider? Au moins un repas chaud pour ma fille. Et là, je vais avoir des phrases comme, vas-y, va te faire foutre en fait. T'as choisi d'aller avec un kahlouche, assume maintenant. Et en fait, toi, t'es abasourdi en fait. Tu dis, mais c'est pas possible les gars. En fait, limite, t'as pitié pour eux. Oui. Ça veut dire qu'en fait, comment vous pouvez être comme ça sans cœur? Et là, en fait, je suis licenciée de mon travail. Parce que je suis pas bien en fait. J'arrive en retard, j'ai des absences. Eux, ils me licencient direct. Je suis convoquée à l'école de ma fille. À l'école de ma fille, ils me disent, écoutez, madame, votre fille, elle va pas bien. On va être obligé de faire une information préoccupante. Et moi, il faut savoir qu'à l'époque, je suis complètement sonnée de ce qui m'arrive dans ma vie. Bien sûr. Ma famille, elle m'abandonne. Et puis, en plus, là, c'est encore pire parce que je me dis, allez, là, tu vas être à la rue, ils vont pas te laisser quand même. Non. Encore pire, ça veut dire que là c'est bon, on va pas t'aider en fait jusqu'au bout. Donc je vais à l'école de ma fille, je lui explique la situation, il me dit madame qu'est-ce qui se passe, votre fille elle est pas bien, elle a perdu du poids, etc. et tout. Et je lui explique, je dis voilà, et là elle me dit mais madame pourquoi vous ne retournez pas chez votre famille? C'est-à-dire c'est une phrase naturelle, et pourquoi vous ne retournez pas chez votre famille? Et là en fait j'éclate en sanglots. J'imagine. Et en fait c'est la première fois que quelqu'un de l'extérieur qui ne te connaît pas, en fait. Me dire, je comprends pas pourquoi et tout. Et là, je dis, voilà, j'ai été violée enfant, là, je suis reniée par ma famille. Et là, elle me dit, mais madame, il faut porter plainte. Il ne m'a jamais dit, en fait, ce genre de chat, madame, il faut porter plainte parce que là, vous laissez un pédophile en liberté. Et l'État peut se retourner contre vous à ce moment-là. J'ai quand même l'information parce qu'il me dit quand même, madame, si vous ne faites pas le nécessaire, votre fille va être placée. Ah, il va me dire cette phrase. Non, tu ne peux pas accepter ça. Là, je rentre, je m'effondre. Je rentre, je me dis, en fait, on peut tout m'enlever, mais pas ma fille parce que c'est ma seule famille. Et là, je rentre chez moi. Je ne faisais pas forcément la prière à ce moment-là. Et là, je rentre, je fais mes ablutions, je prie. Parce que là, vraiment, à ce moment-là, je me dis, là, vraiment, il n'y a que Dieu qui peut m'aider. Et c'est ce que j'ai appris aussi dans ma religion. Ça veut dire que dans ma religion, dans ce que j'ai appris et dans ce que je crois aujourd'hui, en tout cas, c'est... Tu peux demander à qui tu veux, celui qui te sortira du plus gros bourbier, c'est celui qui t'a créé. Je rentre, je fais 2 prières et je le supplie, mais vraiment je le supplie, mais ça a été d'une puissance, je pense, cette prière-là. Je lui dis, mais retire-moi tout ce que tu veux. Aveugle-moi, enlève-moi mes jambes, tout, mais m'enlève pas l'amour de ma vie en fait. M'enlève pas ce qui me permet aujourd'hui de combattre. Et quand tu fais cette prière-là, qu'est-ce qui te pousse à la faire et qu'est-ce que tu attends en retour? En fait, j'ai plus rien là. Là, à ce moment-là, moi, je n'ai plus rien du tout. J'ai que Dieu. D'accord. Et en fait, quand on arrive à cette situation-là, en fait, on se lâche. Vous voyez, quand on dit le lâcher prise, ça veut dire que là, tu es à nu. Oui. Là, c'est bon, là, je ne vais pas faire semblant. Souvent, on dit, oui, j'aimerais bien que... On fait un peu semblant parfois. Donc là, c'est 100% naturel, vrai. Là, celui qui va me sauver, c'est toi. Et personne d'autre. J'ai demandé à mon père, j'ai demandé à ma mère, j'ai demandé à mes frères. Et ça, à ce moment-là, ça me rappelle une situation d'un passage du Coran qui te dit que même le jour du jugement dernier, il te manquera un point pour entrer au paradis. Même ce point-là, ta mère ne te le donnera pas. Et je me dis, mais purée, je le vis sur Terre. C'est ça. C'est-à-dire que là, je suis en train de le vivre sur Terre. Le temps passe, j'ai l'assistante sociale du bailleur qui m'appelle. Et qui me dit, écoutez madame, votre situation c'est... Combien de temps à peu près après cette prière? Je fais cette prière, en fait, moi juste avant, j'avais déjà lancé mon dossier avec le bailleur. Donc, le bailleur était au courant que j'avais subi des violences. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, avant qu'arrivent toutes ces choses-là, et moi, ce qui va permettre à ce que le papa de ma fille parte, il va me menacer avec un fusil à pompe. Il va me menacer de mort. Il va me dire, toi, je vais te tirer dessus, je vais te couper en morceaux, je vais t'enterrer un peu partout à Fontainebleau. Ni ton père, ni ta mère vont venir te chercher. Mon Dieu. Et je t'assure que tu le crois. Tu le crois. Bien sûr. Parce que vraiment, il n'y a personne qui cherche après toi dans ta famille. Et ils en ont rien à foutre que tu as mangé, que tu sois bien, que tu sois pas bien. Que tu sois dehors, peu importe. Et voilà. Et que de toute façon, ils se sont tous unis contre toi, de toute façon, par rapport à un certain sujet. Donc, je me dis, OK. Et c'est ça, moi, c'est ce qui va me permettre de sortir, cette personne de ma vie, quoi. Donc, moi, j'avais déjà donné tous ces dossiers-là, en fait, à mon assistante sociale. Je fais ma prière une semaine après. Wow. Une semaine après, j'ai l'assistante sociale du bailleur qui m'appelle et qui me dit, Madame Laïdeb, vous voulez habiter au 4e ou au rez-de-chaussée? Et là, j'ai dit, je ne comprends pas. Parce que dans ma situation à ce moment-là, j'ai 22 000 euros de dette. Bien sûr. Je suis fichée Banque de France. J'ai un dossier de surendettement. Ma seule issue, c'est les foyers de jeunes mamans.
où tu restes pendant je ne sais pas combien d'années. Je ne dis pas que c'est un mal, hein, et ça peut être un bien pour certaines mamans qui se retrouvent seules. Et là, je dis, madame, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, non, bah, c'est bon. Et là, elle m'annonce. Et là, moi, ça a été... Et là, je me suis dit, ok, là, il y a quelqu'un avec toi. Là, il y a une puissance incroyable qui ne va pas te lâcher. Et là, elle me dit, non, c'est bon, là, on vient de vous effacer 11 000 € de dette de loyer. C'est pas possible. Non, mais c'est... Wow. Et c'est en France. En France, il y a ce système-là où on aide. C'est pour ça que parfois, on crache beaucoup sur la France. Mais il y a un système social qui est mis en place, qui est assez fort. Donc, on m'efface les 11 000 € de dette de loyer. Elle me dit, bah alors, vous avez effacé les 11 000 € de dette de loyer. On vous a payé la caution, on vous a payé le déménageur. Et elle me dit, madame, pendant 3 mois, vous avez payé que 15 € de loyer, vous avez soufflé. Moi, je suis dans un rêve à ce moment-là. Je me dis, c'est pas possible. Comment est-ce que tu le prends, en fait, quand on t'annonce ça? Ben moi, en fait, je lève ma tête. Je lève ma tête au ciel. Bien sûr. Et en fait, dans des situations comme ça, on n'a pas besoin de parler. Ouais. Il y a quelque chose qui se passe en nous qui font que, ok, je t'ai demandé, je n'attendais pas ça. En fait, j'étais juste demandé qu'on ne me retire pas ma fille. Non seulement on ne m'a pas retiré ma fille, mais en plus, on m'a donné un logement. Wow. Et ce qui est fou, c'est que ce bailleur va me mettre en sécurité. Donc, je vais être sous la protection de mon bailleur pendant 3 ans. Cette sécurité, ça veut dire que... En fait, il faut une mise en sécurité. Eux, je suis sous leur responsabilité. Okay. Je leur ai signalé des violences conjugales. S'il m'arrive quoi que ce soit, l'État se retourne contre eux. Wow. Okay. Donc là, c'est magnifique, en fait, à ce moment-là. Donc, moi, je suis choquée, en fait, abasourdie de ce qui m'arrive. Je me réinstalle. Et là, ça est-ce que tu ne serais pas aussi un peu soulagée et aussi de te dire que finalement, bon, même si les hommes m'ont laissé, j'ai cette puissance-là, j'ai Dieu qui est avec moi, mais ça te donne… Mais c'est un soulagement, et à travers ça, ce miracle, cette action, tu te dis qu'il y a quelqu'un qui sait ce qui s'est passé et qui ne va pas te laisser vivre en fait cette injustice. Et comme je dis, je sais qu'il y a une expression qui dit que c'est là où tu as le plus souffert, c'est là où tu vas triompher. Et je sais que c'est une réalité parce que dans ma vie, il va y avoir tellement de choses qui vont se passer et tellement de karma qui vont se présenter devant moi où je vais me dire, ok, d'accord, il y a une puissance qui ne dort pas, ça c'est sûr. Parce que j'aurais pu vraiment très mal finir ma situation. Je suis une jeune maman. Ça a été très compliqué en fait d'affronter ça seule, mais je suis tombée sur des personnes extraordinaires en fait, qui m'ont aidée, bien sûr. Donc après l'annonce de cette bonne nouvelle, tu vas emménager avec ta vie, donc un nouveau départ aussi pour toi de ton côté. Exactement. Et la suite de ça, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que en fait, il y a tout un système qui est mis en place et moi j'avais un suivi avec l'aide sociale à l'enfance. Donc dû aux violences conjugales, etc. On a le suivi d'ASE. Alors le système qui est mis, c'est déjà j'ai un accompagnement. Ce qui va être bien, c'est que j'ai une dame qui va venir et qui va m'accompagner. En fait, tout ce que j'aurais pu avoir avec ma mère, avec mes sœurs, avec les tatas qui vont t'accompagner, avec ton enfant, etc. Je l'ai eu avec quelqu'un qui a été désigné par l'État pour m'accompagner en tant que maman. Donc c'est une dame que j'oublierai jamais parce qu'elle m'a appris plein de choses. Elle m'a appris aussi à pouvoir agir et accompagner aussi ma fille. Parce que moi, je suis une jeune maman qui a eu un enfant. Et à un moment donné, je me retrouvais toute seule, moi, avec ma fille. J'ai une situation où, avant que j'ai la nouvelle de ce nouveau logement et avant que je prie ou que j'ai toutes ces choses-là, quand j'apprends que je suis licenciée, moi, je suis chez moi, je n'ai pas d'électricité. Et je suis en procédure d'expulsion. Et ma fille, elle me voit m'effondrer en fait. Je tombe et je m'effondre. Et ma fille, elle a 2 ans et demi à l'époque. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et je la vois courir, aller aux toilettes, prendre un petit morceau de papier toilette. Et elle vient me voir, elle m'essuie mes larmes. Elle me dit, pas pleurer maman, c'est tout. Et fini maman, c'est tout. Et là, je pense que c'est là où j'ai une rage. Au fond, moi, je me dis, mais attends. Il faut que je me batte. Là, il faut que tu te battes. Parce qu'elle en vaut en fait. Elle en vaut vraiment la peine, etc. Et comment dire, donc moi je vais donc avoir ce suivi d'ASE. La dernière année, je suis enceinte d'Iman. Mon dernier suivi d'ASE. Donc moi je suis enceinte d'Iman. Donc là, avec le père de ta première fille, vous séparez. On se sépare, il y a un jugement, voilà, et je rencontre en fait le père de mes 2 dernières. Je vais rencontrer le père de mes 2 dernières, etc. Le 19 juillet, la juge aux enfants m'annonce que le dossier est clôturé. Et je peux t'assurer que la larme qui est tombée de mon œil, même la juge en face, elle en a eu la larme à l'œil parce qu'elle a vu que c'était un combat que j'ai mené pendant longtemps. Et aussi, à un moment donné, il faut se pencher aussi sur le bon parent défaillant. Donc, mais dans tout ça, dans tout ce suivi,
il n'y en a aucun qui m'a imposé le suivi psychologique. Ouais. Et finalement, le suivi psychologique, je l'ai fait après. Okay, je l'ai fait tardivement de moi-même. Donc, et je me dis que ça, c'est l'une des choses les plus importantes. Si on a besoin de se réparer, il faut faire un suivi. Et il faut que ce soit aussi quelque chose d'inné chez nous. C'est pas quelque chose qui est courant, moi, dans ma communauté, d'aller voir... Bien sûr, et c'est vrai que ça peut être même mal perçu de se dire qu'on va voir un psychiatre, on va voir un psychologue. Moi, je sais que jeune, quand j'étais pas bien, la seule chose, parfois, que ma mère disait, on va aller voir un monsieur, il va te soigner avec le Coran. Il pensait tout de suite que j'étais possédée, qu'on m'a fait de la magie noire, etc., etc. Non, il y a eu un problème et ça a eu des conséquences sur moi psychologiquement. Donc, il faut pouvoir traiter les choses, mais moi, ça n'a pas été fait. Donc, je vais rester comme ça toutes ces années. Alors, pendant tout ce temps, moi, ce qui va se passer, c'est que je vais déposer plainte du coup en 2013. D'accord, par rapport à ce qui s'est passé. Exactement. Les abus que tu as pu avoir. Et voilà, et pendant donc, 2013, et moi, pendant 5 ans, je n'ai plus avoir de nouvelles. D'accord. Pas de nouvelles. Je me dis, bon, ça y est, c'est bon, ça a été classé sans suite. Entre-temps… Et tu as porté plainte suite à ce que la personne de l'école de ta fille t'a dit, en fait. Bien sûr, parce que moi, jamais j'aurais pensé un jour porter plainte contre mon oncle. Ça veut dire que même petite, parfois, parce qu'il enfin, c'est une personne qui a aussi abusé de certaines de mes cousines. Donc, des fois, ça m'est déjà arrivé, moi, d'en parler avec mes cousines. Des fois, nous, d'imaginer que notre oncle pouvait aller en prison, on pouvait pleurer. Ouais. Ah oui, tellement… Et ça s'appelle le syndrome de Stockholm. On défend notre agresseur. Et moi, je vais rester longtemps, en fait. Dans le déni, un peu. Mais bien sûr, on va rester longtemps dans le déni. Donc, 5 ans, j'ai pas de nouvelles du procès. Rien du tout. Donc, entre-temps, j'ai toujours des nouvelles de ma mère qui me donne des nouvelles. Et puis, moi, je suis torturée parce que je peux pas avoir Je souffre, hein, vraiment, c'est dur. Parce que j'accouche encore une fois. Je peux pas avoir ma mère comme je veux. C'est très complexe. Et ta maman, justement, par rapport à cette situation, est-ce qu'elle t'explique un peu sa position? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas là? Est-ce que tu arrives aussi à comprendre le fait que ta mère… Moi, je comprends parce qu'elle ne va pas aller à l'encontre de son mari. C'est dans mon éducation. Donc, on vit avec, en fait. On vit avec. Mais moi, ce que je ne sais pas, c'est le discours de ma mère là-bas. Moi, je n'ai pas de tenant et d'aboutissant. Moi, je n'ai pas d'informations. J'ai juste que ce que ma mère me rapporte. Donc, je sais qu'aussi, ma maman va beaucoup jouer. Quand elle n'a pas forcément ce qu'elle veut avec mes frères et sœurs, elle va m'appeler souvent. Et puis, moi, je vais vivre aussi une situation extrêmement précaire. Moi, dans la situation où je suis sans électricité, je suis fichée Banque de France, j'ai dû faire un dossier de surendettement. Moi, je vais me nourrir à l'épicerie sociale. Donc, une fois par semaine, je vais aller à l'épicerie sociale avec ma fille à 7h30 du matin, tenir la file parce que je ne suis pas la seule dans le quartier. Je suis dans un quartier précaire et je vais aller faire, j'ai droit à 22 € de course, mais je vais payer que 10%, je vais payer 2,20 €. Donc, il y a toute une situation comme ça. Ma mère sait tout ça, mais parfois, ma mère va faire un peu de chantage aussi affectif en me disant « Ouais, j'ai pas d'argent, tes frères, ils me donnent pas, et ta soeur, ceci. » Puis moi, ça me bousille. Comment ça? Ils ont leur mère, ils ont là leur maman, et moi, je suis privée, et ils donnent pas tout. Donc, je vais tout donner, sans limite, en fait, et jusqu'à me retrouver sans rien. Sans rien. Et en fait, en 2018, je reçois un courrier de la juge d'instruction. Et là, ils me disent convocation, là, il faut prendre un avocat. Et là, je trouve mon avocate. Vraiment, je la choisis au hasard. Je trouve mon avocate. On présente le dossier, on se présente devant la juge d'instruction. Et là, elle me lit tout le procès verbal de ma famille. Donc, pendant 5 ans, ma famille va être interrogée. D'accord. Par rapport à la plainte que tu avais déposée? Par rapport à la plainte. Et là, je vois que ma propre mère, c'est une traînée. Et là, tout mon monde, tout mon monde, il s'écroule. Tout le monde. Le seul qui a témoigné pour moi, c'est mon petit frère. Wow. Le seul qui a dit oui, j'ai vu ma sœur se faire violer. C'est le seul qui a témoigné pour moi. Mais il ne s'est pas constitué partie civile. D'accord. Donc il a témoigné, il a maintenu son témoignage. Il faut savoir que durant cette procédure, ils ont fait appeler quelqu'un à la place de mon frère pour dire que le témoignage était faux. Ils ont réussi à trouver la personne. C'est pas possible. Et oui. Donc ils étaient vraiment contre toi, en fait. S'ils peuvent me tuer, ils l'auraient fait. Et ça, c'est une réalité. Et moi, je vais développer aussi le syndrome d'hypervigilance. Donc, je vais croire qu'on va me tuer. Et parfois, je vais être chez moi. Je vais avoir peur que, voilà, il y a quelqu'un peut-être qui est rentré, qui s'est caché. Parce que c'est trop grave ce que j'ai fait. J'ai cassé quelque chose, moi, dans ma famille. Ce qui se passait depuis des générations et des générations. Voilà, des tantes, arrière-tantes qui ont été reniées par la famille parce qu'elles ont été souillées par un membre de la famille. C'est tout. Ils vont aller dire qu'elle a été faite ailleurs. C'est juste qu'elle a été souillée. Mais on prend, voilà, cette femme-là comme un papier. Hop, ok, je te jette.
Et justement, par rapport à ça, par rapport au procès que tu as, que ton avocate va te lire, quelle a été la réaction de ton papa? Parce que tu étais aussi très proche et de sa fille. Quelle a été mon père, il ne veut pas le croire. Il ne veut pas le croire. Il défend son En fait, mon père, même aujourd'hui, c'est-à-dire que même si aujourd'hui il s'assoit, il se dit « Ok, je vais croire ma fille ». Donc pendant 20 ans, j'ai abandonné ma fille. Pendant 20 ans, ma fille a subi ça et ça. Il ne supportera pas. Donc, son cœur, en fait, c'est ça aussi. C'est qu'à un moment donné, on est accroché à quelque chose, on ne veut pas se détacher de cette chose-là, on ne peut pas croire cette chose-là. Parce qu'on va faire face à quelque chose, on n'a pas les épaules assez solides. Et c'est beaucoup trop gros, en fait, aujourd'hui. Il doit savoir dans le fond. Bien sûr. Il doit savoir. Mais c'est beaucoup trop difficile d'accepter ça. Parce que c'est simple, c'est ou lui, il meurt, ou sinon, il prend la décision en Tunisie de tuer son frère. C'est ça ce qui va se passer. En tout cas, moi, je sais qu'il y a un membre de ma famille qui est mon grand-père, donc qui est le père à mon père. Il aurait été encore en vie, il ne serait pas arrivé toutes ces choses-là. Il aurait agi directement, je pense, au sein de la famille. Il aurait réglé toutes ces problématiques-là. Et là, tu apprends alors que ta mère a plaidé contre toi. Oui, je tombe en fait et je me dis, mais comment est-ce possible? Donc moi, pendant 2-3 mois, je n'ai pas lui parler. Ouais. Je l'ai coupé court. Est-ce qu'elle t'avait dit qu'elle avait été interrogée ou c'est resté en sourdine pendant tous ces 5 ans? Vraiment, ces 5 ans, quand je te dis que je suis tombée de... Moi, ça a été un choc. J'imagine. Moi, c'est-à-dire que c'est celle qui m'a mis au monde. C'est celle qui, depuis des années, elle pleure parce que j'ai quitté la famille, parce qu'elle ne m'a pas mariée, parce que ceci, parce que cela. En fait, elle s'assise avec eux autour de la table. Là, moi, il fallait que mon cerveau il se pose. Ouais. Bien sûr. On va gérer comme on gère depuis ces années. On va s'asseoir, on va faire une réunion en haut et on va essayer de reclasser les dossiers un petit peu et tout. Donc après, on a quand même ce relationnel-là avec la maman. Donc je vais quand même la recontacter en fait, renouer. Je vais repartir la même année en fait pour la première fois en Tunisie. Et là en fait, ma mère elle va essayer vraiment de rattraper au maximum en fait. Parce que tu lui annonces que tu es au courant. Oui. Quelques temps après, tu lui annonces. Et quelle est sa réaction? Elle me demande pardon en fait. Elle me dit qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Et puis elle, c'est une dame, je pense que... je ne lui trouve pas d'excuse à ça. Hein. Mais elle se dit, attends, peut-être dans cette tête, elle se dit, bon, je suis âgée, ils peuvent me claquer là en 2 secondes. Donc c'est pour ça, je pense qu'elle est restée à table avec eux. Et puis elle s'est assise avec eux. Elle se dit, bon, c'est parti, on y va quoi. Et par rapport au pardon, parce que tu l'as pardonné après par rapport à ce qu'elle a fait, par rapport à ce pardon-là, est-ce que quand tu as appris ça, tu t'es pas dit au final que la personne en qui j'avais confiance, la personne qui était soi-disant là pour moi, m'a trahi, n'en vaut pas la peine, ne me mérite pas et je préfère couper les ponts? Non, j'arrivais pas encore. T'arrivais pas? Ah, j'arrivais pas. J'arrivais pas et je sais qu'à l'époque, c'était aussi beaucoup de reproches. Comprise. En fait, à l'époque, j'avais beaucoup de reproches d'amis à moi autour de moi. Elles ne comprenaient pas. Elles disaient, attends, ta mère, elle sait ça, toi, tu es toujours là encore avec elle, etc. Mais il y a des choses qui ne s'expliquent pas en fait. Puis moi, à ce moment-là, il y a des choses que je suis pas prête à affronter. Je suis pas prête à accepter ça, moi, en fait, tout de suite dans ma tête. C'est quand le temps va passer, donc la procédure judiciaire, elle va continuer, etc. Moi, c'est il y a 1 an où vraiment tout va basculer. Donc, il y a 1 an, en fait, moi, j'ai mon père qui menace ma mère. En 2023 Voilà. J'ai mon père, en fait, qui menace ma mère et qui lui dit, parce qu'on approche un peu de la fin de la procédure judiciaire, et il lui dit, écoute, si mon frère va en prison à cause de ta fille, je te divorce. Et là, ma mère, elle a dû se faire un genre de flashback. Elle a dû dire, attends, moi, je me suis assise avec vous. J'ai témoigné avec vous contre ma fille. Je vous ai fait les papiers. J'ai acheté tous les terrains en Tunisie. En fait, j'ai fait beaucoup. Et j'ai même fermé ma bouche. En gros, elle est dans sa position. J'ai même fermé la bouche sur les pires sévices que tes frères ont fait sur mes enfants. Un a violé, l'autre les a tabassés. Donc, elle va lui dire, tu vas mettre à mon nom déjà tout ce qu'il y a ici au pays. Parce que c'est mon argent. Tu me prends un billet d'avion tout de suite, je vais chez ma fille. Ah oui. Et moi, quand ma mère m'appelle, elle me dit, Amel, je viens chez toi. Moi, je suis heureuse. Ma maman va venir, elle va dormir à la maison. Ma mère n'a jamais dormi chez moi en 20 ans. Je vais pouvoir prendre ma mère, l'emmener au hammam, l'emmener au restaurant. Vraiment, tout ce dont j'étais privée avec mes filles en plus. Encore mieux. Elle arrive. Alors, ça va être très difficile parce que ici en France, j'ai ma grande sœur, mes 2 frères aînés et mon petit frère. Elle va arriver en France, c'est mon petit frère qui va la récupérer. Donc, mes frères sont mariés.
Et leurs partenaires ne me portent pas forcément dans leur cœur, mais elles ne me connaissent pas. D'accord. Voilà, elles ont une situation, Oui. voilà, mais elles ne me connaissent pas. J'ai rien fait de particulier, etc. Quand ma mère arrive, donc c'est mon petit frère qui la récupère, ils ne veulent pas la ramener chez moi. Ah oui. Ils s'y opposent. Ouais. Moi, je ne connais pas l'état de santé de ma mère à ce moment-là. Et moi, je suis en mode, je défends ma mère. Mais si, vous allez me ramener ma maman, en fait, parce que c'est ce qui était prévu. Donc, elle dort une première nuit chez eux. J'arrive à un moment donné à voir une de mes belles-sœurs que je ne connais pas du tout au téléphone. Et puis là, elle me dit, tu fais ça, en plus, on en a marre. Tout le temps, elle parle de toi. Amel par-ci, Amel par-là. Je lui dis, écoute, je reste sa fille. Bien sûr. Je reste légitime. son enfant. Donc voilà, par contre, moi, je vous demande de me ramener ma maman, en fait. Ils finissent, tant bien que mal, pas me ramener ma mère. Donc les premiers jours vont bien se passer. Et à un moment donné, je vais l'emmener au hammam. Et là, elle va craquer. Là, elle va craquer. Je ne sais pas ce qui va se passer dans sa tête. Elle va commencer à pleurer, etc. Moi, je ne suis pas très bien parce que j'ai ramené ma fille aînée avec moi. Elle voit sa grand-mère dans cet état-là. Elle ne comprend pas. Et puis, on est dans un hammam. Enfin, c'est un hammam où il n'y a pas que la communauté maghrébine qui peut comprendre éventuellement. On se retrouve avec des gens aussi de la communauté française, etc. Donc, moi, je ne suis pas très bien. Les dames qui s'occupent de ma mère ne comprennent pas très bien la situation. En rentrant, moi, elle menace, parce qu'elle est malade psychologiquement. Mais moi, je ne suis pas au courant de tout ça. Oui. Elle menace qu'elle va se suicider, qu'elle va jeter. Alors moi, je stresse et je ne comprends pas. Et à un moment donné, elle me dit, écoute, pardonne-moi. Moi, je ne comprends pas. Et je lui dis, mais pardon, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? T'inquiète pas, ça va bien se passer, etc. Et elle me dit, pardonne-moi, j'ai tout vu. J'ai tout vu. Pardonne-moi, j'ai tout vu, j'ai menti, pardonne-moi. Je vais tout de suite à la police pour leur dire, pardonne-moi, ma fille et tout. Et là, donc là, je lui dis, bon, écoute, en fait, à ce moment-là, moi, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'en fait, celle que je pensais qui me soutenait, celle qui m'a mis au monde avec 5 kg 380, sans péridurale, 55 cm, celle qui s'est toujours battue, qui s'est rendue malade, était témoin. Elle n'a rien dit. Et elle ne m'a pas protégée. Et puis moi, il y a un travail là qui commence à se faire. Donc du coup, elle a laissé faire ça. C'est à cause de ça que j'ai choisi ce type de partenaire. C'est à cause de ça que j'ai eu cette vie-là. C'est à cause de ça que j'ai pas... Et là, vraiment, je vais lui en vouloir. Je vais lui en vouloir. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? À ce moment-là, franchement, moi, je suis en colère, quoi. Je me dis, comment tes décisions, ils ont eu un impact comme ça, en fait sur moi. Mais moi, j'en reste pas là, en fait. Donc, je sais pas comment te dire. Dans ma vie, j'ai tellement eu des situations difficiles à gérer seule. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je me fais des débriefings avec mon cerveau. Je me pose, il faut que je gère au fur et à mesure parce que j'ai mes enfants qui dépendent de moi. Si moi, demain, je craque, c'est pas ma mère, mon père ou ma tante ou qui va venir, qui va s'occuper de mes enfants. Ils sont placés. Direct. Donc, moi, à un moment donné, je dois mesurer le pour et le contre. Donc, je m'assois. Quelle enfance elle a eue? Qu'est-ce qui l'a poussée à ça? Je réfléchis à toutes ces choses-là. J'essaie de décortiquer tout ça. Parce qu'en fait, à un moment donné, il me faut quelque chose de rationnel. Oui, bien sûr. Et à un moment donné... Quelque chose qui va te donner la force aussi de pardonner, en tout cas d'avancer et de te dire, bon, il y a une raison à ça. Voilà. Et puis, je me suis déchargée d'une grosse responsabilité qui était en moi. Et en me déchargeant de ça, en un an, j'ai perdu 60 kilos. De 137 kilos, j'ai chuté en une année et j'ai retiré la responsabilité de dire c'est à cause de vous que je n'ai pas eu un mariage normal, c'est à cause de vous que j'ai été souillée enfant, ce n'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Donc je retire, je me lave de tout ça, de toutes ces insultes qu'on a pu dire. J'ai été devant la police. Ils ont dit, excuse-moi des termes, mais je pense que ça sera bipé. Comment dire que j'étais une putain nègre. C'est pas possible. Ah oui, une putain nègre. Que j'aimais que les kahlouches. Mais j'aimerais dire, qui va avoir des rapports avec un maghrébin alors qu'on a été violé par son frère, qui fait ça? Au final, tu fuis en fait ce qui t'a fait mal. Exactement. Donc, c'est vraiment des situations que j'ai dû vivre et affronter qui ont été très difficiles. Donc, je me suis déchargée de toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, je me dis, bon voilà, aujourd'hui, on va parler de choses et la honte, on va la changer de camp.
vous abusez des gens, vous abusez de vos sœurs, vous faites des choses assez graves. Vous ne pouvez pas dire que ces gens-là sont comme ça, quoi. Donc moi, je vais avoir tout un terme comme ça d'accusation de par ma famille. Ils vont dire aussi, sur un des procès-verbaux, il est écrit que j'ai été violée par le père de ma fille aînée et que ma fille aînée est un enfant issu d'un viol. Oh là là. C'est là où je me suis fait violer, en fait. Ouais, okay. Je me venge auprès de mon oncle parce que mon père m'a renié. Donc moi, en gros, par jalousie, parce que j'étais... Mais en fait, comme je dis, c'est la plus belle chose que j'ai faite que de sortir de cette famille dysfonctionnelle, en fait. Pour moi, il était inimaginable que mes filles grandissent dans une famille pareille. Donc moi, aujourd'hui, j'ai une vie qui est safe. Je suis tranquille. Je sais où sont mes filles. Je sais qu'elles ne sont pas entre les mains de pédophiles. Et je fais très, très attention à mes enfants de ce côté-là. Donc j'ai fait en fait, j'ai préparé... le terrain pour tes enfants, pour mes enfants et pour ma future vie, et vraiment aujourd'hui avec aucun regret, quoi. Et du coup, voilà, tu arrives à te poser, à essayer de comprendre qu'est-ce qui a poussé ta maman justement à se taire durant toutes ces années. Qu'est-ce qui s'est passé en fait, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de choses qui justifient. Il y a un choix. Et tu as compris son choix. Et le choix... En fait, c'est même pas une question, c'est ce que je te dis. En fait, on peut pas comprendre le choix de quelqu'un parce que c'est son choix, ça le regarde. Je peux pas comprendre ton choix. Je le respecte. C'est ton choix. J'ai pas besoin de le comprendre parce que c'est difficile à ce moment-là. Parce que on peut pas ça se trouve, on peut ne pas comprendre cette situation-là, et c'est ce qui peut nous causer des soucis après derrière. Enfin, de la souffrance derrière. Elle a fait un choix. J'ai deux jeux. Je vais choisir ce jeu-là. On sait les conséquences derrière. Je ne peux pas venir quelques années après et dire non, finalement, j'aurais dû faire l'autre. Tu as fait un choix. C'est sa vie qu'elle a choisie. Moi, aujourd'hui, j'ai une vie qui se présente à moi. Il y a des situations qui vont se présenter à moi. Donc, je dois faire le bon choix. Donc, à ce moment-là, avant de faire le choix, je m'assois. Je réfléchis aux conséquences. Est-ce que c'est un mal? Est-ce que c'est un bien? Et après, je fais mon choix. Mais en aucun cas, ça doit porter préjudice à quelqu'un. Et moi, aujourd'hui, je sais ce que ça a eu comme conséquence. Mais ça n'arrivera jamais dans ma famille, et je continuerai en fait à être dans cette démarche et dans ce combat-là aujourd'hui. Moi, j'ai 3 filles, je fais en sorte qu'elles soient soudiées, qu'il n'y ait pas de jalousie. Donc, en fait, il y a eu beaucoup de dysfonctionnements, beaucoup de choses qui n'ont pas su faire, mais il y a aussi de la désinformation au niveau des parents. Les parents ne sont pas informés. Même aujourd'hui, il n'y a pas de fascicule qui nous apprend en tant que à apprendre à être parent. Il n'y a rien qui nous apprend. Tu l'apprends sur le tard. Exactement. Donc voilà. Super. Waouh. Quel beau témoignage. Et toutes ces difficultés, toute ta vie, tout ton parcours de vie, au final, qu'est-ce que tu peux en tirer et qu'est-ce que ça t'a apporté en tant que femme? En fait, comme je dis, moi, dans mon parcours aujourd'hui, je sais que ça n'a pas été un parcours facile. Je sais aujourd'hui que ça a été dur. Ce que je retiens, c'est que du coup, j'ai été à la recherche moi-même. J'ai été à la recherche, mais je n'ai pas eu le choix en fait. J'ai été privée de tout et j'ai dû construire avec ce que j'avais. Et ce que j'avais, c'était l'éducation de mes parents. Et c'est ce qui m'a sauvée en fait finalement la vie. J'aurais pas eu une bonne éducation ou autre, en fait, ça se trouve, je m'en serais pas sortie. Aujourd'hui, je suis très contente et très fière de mon parcours. Ça n'a pas été facile, et rien qu'au niveau carrière, j'ai dû mettre ma carrière de côté, mais vraiment aujourd'hui, c'est pas une tare pour moi, et je suis très contente d'avoir mis en priorité des choses à traiter. Donc, j'ai subi des dysfonctionnements de mes parents. Je les répare aujourd'hui. J'ai fait une grosse partie de la réparation. Et aujourd'hui, en tant que femme, je suis épanouie. J'ai fait un choix qui était difficile, de quitter un cocon familial pour me défendre de quelque chose. Et aujourd'hui, je n'ai aucun regret. Je suis très contente de l'avoir fait. C'est vrai que ça a été dur, et de toute façon, la vie est dure. Rien ne vient facilement. Ça, c'est dans la télé, ça. Les choses où elles arrivent en un claquement de doigts. Souvent, on voit des gens arriver comme ça, tout beau, tout rose. On pense que non, peut-être qu'il y a une semaine avant, cette personne, elle était au plus bas. La vie, elle est dure. Et il faut apprendre à pouvoir l'affronter. Il faut apprendre à nos enfants à affronter la vie de demain. Moi, quand j'apprends qu'il y a un enfant sur 2 qui va être amené à subir une agression, c'est énorme. C'est énorme.
Mais c'est la réalité de la vie. On ne pourra pas constamment protéger nos enfants. Donc on doit leur apprendre à se protéger. On doit leur apprendre, on doit leur favoriser chez eux cette sorte de résilience. Moi, j'ai été violée, j'ai été reniée par ma famille, rejetée. On a des écrits, des récits religieux qui racontent des histoires comme ça. Mais en gardant espoir, on a pu reconstruire et renouer quelque chose. Et aujourd'hui, vraiment aujourd'hui, j'ai pas de rancœur. Je pardonne vraiment à mes parents et dans le sens où j'aimerais pas être à leur place. J'aimerais pas faire leur choix. Donc avec vraiment bienveillance et amour, vraiment je pardonne. Et je les remercie, c'est très paradoxal ce que je vais dire, mais grâce à leurs erreurs, finalement, moi, ça me permet de construire quelque chose de beau avec mes enfants. Wow. En fait, après 10 ans de procédure judiciaire, aujourd'hui, je reçois la nouvelle que je vais bientôt recevoir la date du procès, que c'est quelque chose c'est un procès qui sera jugé en correctionnel. Donc ça me soulage parce que l'assise, c'est quelque chose qui est d'extrêmement lourd et je suis extrêmement contente. J'imagine. Tout ce combat-là va finalement porter ses fruits et aussi va te rendre justice par rapport à tout ce que tu as pu vivre. En tout cas, je suis très honorée de ta présence. Merci beaucoup pour ton partage, pour tout ce que tu as pu aujourd'hui témoigner, ce qui n'est pas évident. Et je tiens aussi à saluer ton courage. Et aujourd'hui, Amal, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais professionnellement parlant? Voilà, comment est-ce que tu as réussi à te reconstruire, réussi à trouver ta voie? Oui. Alors moi, en fait, j'ai travaillé, donc je travaille depuis 2 décennies à peu près dans le milieu scolaire, donc avec les enfants. Je pense qu'on ne choisit pas notre métier par hasard. Toutes ces années, je vais travailler dans ces écoles comme gardienne en fait de tous ces petits-enfants. Essayer de pouvoir développer en eux cette confiance, de pouvoir développer l'expression en fait de leurs émotions. Aujourd'hui, en fait, je suis en pleine renaissance. Comme je te disais, j'arrive à l'issue de 10 ans de procédure judiciaire. Là, je change totalement de métier. Pour ce faire, en fait, il y a 5 ans, j'ai commencé à faire des illustrations. Je dessine depuis toute petite, quelque part, c'est comme un exutoire pour moi. Et il y a 5 ans, j'ai commencé à réaliser quelques croquis, en fait, sur l'histoire d'une petite fleur. Et j'ai imaginé en fait mon histoire à travers des personnages imaginaires. Donc le 1er septembre, on a ce magnifique ouvrage, Orchidée Dracula, félicitations, qui est sorti. Vraiment, jamais j'aurais cru sortir ce bébé, mais c'est l'histoire de cette petite fleur qui vit dans un environnement toxique. Donc elle va vivre une aventure et elle va réussir en fait à sortir de cet environnement. Comment dire, elle va réussir à sortir de cet environnement et à pouvoir reconstruire sa vie. Donc là, je suis sur le tome 2 où je vais raconter un petit peu la reconstruction de cette petite fleur qui va grandir dans un environnement toxique, mais qui va finir par connaître le bonheur. Mais quand on a connu le chaos, c'est très difficile d'accepter le bonheur. Donc dans le tome 2, je raconterai un petit peu les différentes étapes que cette fleur va devoir faire pour pouvoir se reconstruire. Félicitations. Merci Amal. beaucoup, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçu sur votre plateau. Avec grand plaisir, merci pour ce beau témoignage. Et merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin. Une interview qui a été pleine de partage. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle interview de Emma. Écoute-moi aussi. Ciao.